Bonsoir et bienvenue dans votre journal télévisé de 22 heures au sommaire de cette édition. Sous le haut patronage du chef de l'État, inauguration de l'hôpital Al-Shifa, un édifice à la croisée de la science et de la modernité. Nous parlerons ensuite environnement et développement durable avec le lancement officiel du projet Suragua, une initiative conjointe du ministère de l'Environnement et de la FAO destinée à bâtir un avenir plus vert et résilient. Et puis à Gaza, plus de 40 Palestiniens ont été inhumés après la restitution de leur corps dans le cadre de l'accord du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les détails de ces informations tout de suite. La journée de ce matin a été marquée d'une pierre blanche dans l'histoire sanitaire du pays. En inaugurant l'hôpital Al-Shifa, Djibouti a tourné une page et ouvert un nouveau chapitre, celui d'une médecine tournée vers l'avenir, ancrée dans la modernité et portée par une vision de souveraineté sanitaire. Dressé dans le paysage urbain de la capitale, tel un symbole de renouveau, Al-Shifa s'impose comme un manifeste architectural et technologique. Plus qu'un simple hôpital, il est le miroir d'une ambition nationale conjuguée innovation médicale, intelligence technique et humanisme social. Doté d'une capacité de 150 lits extensibles à 220, le centre réunit plus de 20 spécialités médicales et chirurgicales allant de la cardiologie à la neurochirurgie, de la pédiatrie à l'oncologie. Son plateau technique de dernière génération, ses blocs opératoires hybrides et son unité de soins critiques en font une infrastructure de référence dans toute la région. Mais la prouesse ne réside pas seulement dans la technologie médicale. Le bâtiment lui-même vit grâce à un système intégré de Building Management System et de Building Management Intelligence. L'hôpital supervise en temps réel ses paramètres vitaux, climatisation, sécurité incendie, réseau électrique, eau et éclairage. Ce cœur numérique garantit efficacité énergétique, sécurité optimale et confort constant pour les patients comme pour le personnel soignant. Conçu selon ses principes rigoureux de l'architecture bioclimatique, l'hôpital Al-Shifa recycle ses eaux techniques, purifie son air et s'adapte naturellement au climat djiboutien. Le résultat, une empreinte écologique réduite, une performance durable et une harmonie parfaite entre le bâtiment et son environnement. Fruit de la vision éclairée de la Caisse nationale de sécurité sociale, Al-Shifa se veut la vitrine d'une souveraineté sanitaire pleinement assumée. Il traduit la ferme volonté d'une politique qui a pour mission de bâtir un système de santé moderne, humain et résilient, un modèle inspirant pour toute la corne de l'Afrique. درسي التعليم دابك عقبتيري دري العافيمات دايرية تجارة كوسيمي ساري دير الدور هيا دام دوليغاي علمي دورك صانولي دكذا عصريان دقدقور كشو درسي التعليم دابك عقبتيري دري العافيمات دايرية تجارة كوسيمي ساري دير الدور هيا دام دوليغاي علمي دورك صانولي. Et pour célébrer cette journée, l'hôpital Al-Shifa s'était préparé à accueillir le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, venu inaugurer ce fleuron de la santé nationale, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haid. Le chef de l'État est arrivé sur le site flambant neuf où il a été reçu par une délégation de haut rang. À son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed l'État, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, le ministre de la Santé, Ahmed Rabla Abdilé, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que Mme Derra Ahmed Rabla, directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale, maître d'œuvre de ce projet d'envergure.
Dans une aura solennelle, traversée d'une émotion sincère, le chef de l'État a accompli le geste attendu, la coupure du ruban, symbole d'un espoir devenu réalité. Cette coupure symbolique du ruban inaugural a marqué ainsi la mise en service officielle de ce monument de santé publique, fruit d'une vision stratégique et d'une volonté politique affirmée. Ce geste simple mais lourd de sens illustrait l'engagement constant du chef de l'État en faveur d'un système de santé moderne, accessible et équitable. Sous les applaudissements nourris du public et dans la ferveur d'une foule reconnaissante, le ruban rouge s'est ouvert comme une métaphore d'espérance, libérant un souffle nouveau sur Djibouti, celui d'un pays qui soigne, protège et bâtit son avenir sur la santé de ses enfants, convaincus que le bien-être collectif est la plus belle expression de la souveraineté nationale. dalkani hooyo dhangun weheshataanahaye dhalintii dalka kule annaga ku doonayna mid weeyaan dareenkayagu wayna deeqday taladaadu ku garcaba doorkanina doogiyo barwaaqada nagaarsi dunida abo doogiyo barwaaqada nagaarsi dunida abo dalkani hooyo dhangun weheshataanahaye dhalintii dalka kule annaga ku doonayna mid weeyaan dareenkayagu wayna deeqday taladaadu ku garcaba doorkanina doogiyo barwaaqada nagaarsi dunida abo doogiyo barwaaqada nagaarsi dunida abo. Et après la cérémonie protocolaire, le président de la République a entrepris une visite guidée des différents départements, des blocs opératoires au laboratoire d'analyse, des salles de soins intensifs à l'amphithéâtre de formation. Chaque espace a révélé la vision globale du projet, soigner, former et innover. Le centre de formation médicale a particulièrement retenu l'attention du chef de l'État, doté d'un amphithéâtre ultra moderne et d'un système de diffusion directe des interventions chirurgicales. Il deviendra un haut lieu d'apprentissage pour les jeunes praticiens djiboutiens et africains. Dans la salle hybride, première du genre à Djibouti, le chef de l'État a pu observer le fonctionnement de cette technologie de pointe où plusieurs équipes médicales peuvent intervenir simultanément sur un même patient dans une parfaite synergie. Madame Derra Ahmed Robleh a rappelé que l'ouverture d'Al-Shifa n'est pas seulement l'inauguration d'un bâtiment, mais l'accomplissement d'une promesse nationale. Monsieur Lambrouchini a ajouté « Nous inaugurons un système, une vision et un futur, celui d'une médecine djiboutienne ancrée dans l'excellence et la dignité humaine. L'hôpital Al-Shifa, symbole d'innovation et d'espérance, marque le début d'une nouvelle ère pour la santé à Djibouti et conjuguant technologie, formation et humanité, il traduit la volonté du président de la République de faire de la santé un pilier de la souveraineté nationale. Ce 28 octobre 2025 restera dans les annales comme le jour où la République de Djibouti a transformé la promesse du soin en réalité concrète. Technology,
شفايني سرماني يا قميتي قدو 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 ففلي يديقنا منبا وكوراتا الشفا دكتور أمح كاناي يديقنا منبا وكوراتا ونكع عرسي ينتو يديقنا منبا وكوراتا الشفا دكتور دحري ستناي يديقنا منبا وكوراتا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يا قميتي قدو يا قميتي قدو يا قميتي قدو يا قميتي قدو عدد سني مالو عالم أكابي يكسوك ندايلا يا قميتي قدو يا قميتي قدو بارو هدل اللي جينام بارو هبا أبقي حلو يا قميتي قدو يا قميتي قدو حمد يلا هقا حسنو قد نبا هقا حسنو يا قميتي قدو 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 نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا دايلي فانتينا ينكففلي يديقنا منبا وكوراتا الشفا دكتور أمح كاناي يديقنا منبا وكوراتا ونكع عرسي ينتو يديقنا منبا وكوراتا الشفا دكتور دحري ستناي يديقنا منبا وكوراتا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا دايلي فانتينا ينكففلي يديقنا منبا وكوراتا الشفا دكتور أمح كاناي يديقنا منبا وكوراتا ونكع عرسي ينتو يديقنا منبا وكوراتا الشفا دكتور دحري ستناي يديقنا منبا وكوراتا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا يديقنا نبا وكوراتا نبا وكوراتا يديقنا منبا وكوراتا magitaba taaba galay isqadkeedii xornimo kallabada halkii u dhiigay si ayna u turanturo adagu tutuursado waxaad ku tilmaaman tahay waxqabadka taaba galay ayagana toosiyo waxay kugu tiri bulshadu waxaad tacab soo martiyo waxaad tartay waan ogno taariikhduna waa u maran magitaba
tooso waxaad ku tilmaaman tahay waxqabadka taabagalay alyagana toosiyo waxay kugu tidhi bulshadu waxaad tacab soo martiyo waxaad tartay waalogno taariikhduna waa u maraa sabtaadu dadaashayba gusha lagu taamayo ummaddaa tiirisa kuwada garab taagano anaan ku tilmaansane ismaaciil kala samo ilkalimad mudante ismaaciil kala samo duciya taageeraho ismaaciil kala samo xilkana tashkiisa qaad sabtaadu dadaashayba gusha lagu taamayo ummaddaa tiirisa kuwada garab taagano anaan ku tilmaansane ismaaciil kala samo ilkalimad mudante ismaaciil kala samo duciya taageeraho ismaaciil kala samo xilkana tashkiisa qaad anaan ku tilmaansane ismaaciil kala samo ilkalimad mudante ismaaciil kala samo duciya taageeraho ismaaciil kala samo xilkana tashkiisa qaad anaan ku tilmaansane Et à l'issue de la visite inaugurale de l'hôpital Al-Shifa, le président de la République s'est adressé à la presse. waddo dheer baa la soo maray oo gabadhan baa laga kari waayey À l'issue de la visite inaugurale de l'hôpital Al-Shifa, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail de longue haleine, mené avec constance, rigueur et dévouement, a déclaré le chef de l'État. Le président a tenu à saluer la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Deka Ahmed Roble, dont il a souligné le sens du devoir, la passion pour le service public et l'amour profond du pays. C'est grâce à cette énergie et à cette foi dans l'action que cette vision a pu se matérialiser ici, dans cet édifice moderne qui symbolise la vitalité de notre système de santé et la volonté de notre nation d'aller de l'avant. Le président a également rappelé l'origine de cette initiative qui remonte à sa visite officielle au Japon en 2010, lors de laquelle fut évoquée pour la première fois l'idée d'un hôpital de référence alliant technologie, humanisme et accessibilité. 15 ans plus tard, malgré les défis rencontrés, nous avons tenu le cap. Et aujourd'hui, devant vous, je rends grâce au Tout-Puissant. Nos efforts ont porté leurs fruits. Nos promesses sont devenues réalité. Enfin, le chef de l'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre la modernisation des infrastructures de santé dans le cadre de la vision Djibouti 2035 afin d'assurer à chaque citoyen un accès équitable à des soins de qualité. Ce bâtiment n'est pas seulement un hôpital, il est le symbole d'une nation qui soigne, protège et croit en son avenir. Et nous poursuivons avec ce message de félicitations du président de la République adressé à son homologue réélu du Cameroun. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite à son homologue réélu du Cameroun, Paul Biya, déclaré vainqueur hier du récent scrutin présidentiel organisé dans ce pays. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations où il a entre autres salué la victoire électorale éclatante de Paul Biya, le score dominant qui a disposé à votre réélection et l'illustration parfaite de l'adhésion majoritaire de vos compatriotes autour de votre leadership politique. À cet effet, écrit en substance le président de la République. Le Kepensky Palace Hotel a abrité ce matin l'atelier national sur la Grande Muraille Verte et le lancement officiel du projet Suragua intitulé Scaling Up Resilience in Africa. Cet événement d'envergure nationale a été organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, avec le cofinancement de l'Union européenne et du Fonds vert pour le climat. Face à la dégradation accélérée des terres, à la sécheresse et aux effets du changement climatique, la République de Djibouti réaffirme son engagement dans la lutte contre la désertification et la restauration des écosystèmes dégradés.
Le projet Suragua, inscrit dans la dynamique de la Grande Muraille Verte, vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées à travers le continent et à renforcer la résilience des communautés rurales face aux aléas climatiques. Au cours de cet atelier, les représentants du gouvernement, des institutions partenaires de la société civile ont échangé sur les stratégies nationales à mettre en œuvre pour adapter les populations rurales aux défis du changement climatique. Au niveau du pays, le dira en tant que voie autorisée, mais réellement nous avons une très grande satisfaction du retour des autorités, de l'attention que les autorités djiboutiennes portent en fait sur la muraille verte. C'est ça qui nous a encouragés et c'est ça qui nous amène à ces travaux. On a un rattrapage au niveau de Djibouti si on regarde l'ensemble de ce qui se passe dans la muraille verte. Un retard en fait pour pouvoir mettre Djibouti au même niveau que les autres pays. C'est un petit gap, mais je crois qu'avec le soutien, le dynamisme qu'on a des autorités djiboutiennes actuellement, ça nous permettra en fait d'aller rapidement et atteindre ce niveau. Écoutons à présent un extrait du discours du représentant de la FAO à Djibouti. Je me réjouis, au nom de la FAO, de constater que notre collaboration avec Djibouti ne cesse de croître, que nos appuis techniques se renforcent et que de nouveaux projets viennent s'ajouter à nos actions antérieures. Nous savons que Djibouti fait face à la dure réalité du changement climatique. Des sécheresses prolongées, des inondations parfois intenses, une dégradation des terres, une baisse de la fertilité des sols, autant de défis qui pèsent fortement sur la sécurité alimentaire, la biodiversité et les moyens de subsistance des communautés rurales. Alors, près de 90% du territoire de Djibouti se situe dans des zones arides ou semi-arides. Nos écosystèmes y subissent des pressions graves, tant du fait du climat que de l'utilisation non durable des terres. Cet atelier national constitue donc une occasion opportune et précieuse. Il vise à aligner les efforts nationaux autour de la coalition nationale de la Grande Muraille Verte, à renforcer les partenariats entre acteurs publics, privés, communautaires et internationaux, et à définir ensemble des actions concrètes pour lutter contre la dégradation des terres et favoriser l'adaptation des communautés locales à ce contexte climatique très difficile. Et suivant à présent le mot du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa. La République de Djibouti, comme de nombreux pays de la région, fait face à des défis environnementaux majeurs. Dégradation accélérée des terres, raréfaction des ressources en eau, désertification, insécurité alimentaire et vulnérabilité accrue au changement climatique. Près de 90% du territoire national est classé en zone aride et semi-aride. Ces réalités exigent une réponse forte, coordonnée et durable. Depuis 2011, notre pays s'est inscrit dans la dynamique panafricaine de la Grande Muraille Verte, initiée par l'Union africaine en adoptant une stratégie nationale ambitieuse et un plan visant la restauration des écosystèmes et le renforcement de la résilience des communautés rurales. Cette stratégie et plan d'action ont été révisés au cours de cette année, démontrant ainsi la volonté de Djibouti à intégrer pleinement les priorités de l'initiative de la Grande Muraille Verte dans les politiques publiques et des engagements environnementaux internationaux de Djibouti. Aujourd'hui, cette vision se concrétise à travers le projet Suragua, financé par le Fonds vert pour le climat et mis en œuvre par la FAO et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, sous la coordination de mon département. Mesdames et messieurs, chers participants, je souhaite souligner avec fierté que le projet Suragua est le tout premier projet de l'initiative de la Grande Muraille Verte mise en œuvre sur le sol djiboutien. Cet événement marque donc une étape historique, ouvrant la voie à une action structurée et concrète en faveur de la restauration de nos terres et de la lutte contre la désertification. Le projet Suragua constitue bien plus qu'une simple initiative de développement. C'est un projet véritablement transformateur pour la République de Djibouti. Il marque une étape
une étape déterminante dans la concrétisation de notre engagement envers la Grande Muraille Verte, ainsi en traduisant nos ambitions en actions concrètes et mesurables sur le terrain. C'est bientôt le 25e anniversaire de la conférence de paix d'Arta, retour sur un quart de siècle de réconciliation et d'espoir pour la Somalie. 25 ans après la conférence de paix et de réconciliation d'Arta, événement historique a ouvert la voie à la reconstruction politique de la Somalie. Une série de séances de débats et d'échanges s'est ouverte ce matin au Palais du Peuple. Ces rencontres commémoratives visent à revisiter les fondements du processus d'Arta et à mesurer les progrès réalisés depuis cet acte fondateur de l'an 2000. La première session, modérée par le Dr Abdelrachid Ismail, directeur adjoint du Heritage Institute, a offert un regard analytique sur les avancées et les défis rencontrés par la Somalie depuis la conférence d'Arta. Les échanges ont réuni plusieurs figures marquantes de la scène politique et diplomatique. Abdelrahman Ainte, ancien ministre somalien de la planification, ambassadeur Mohamed Ibrahim Youssouf, représentant de Djibouti en Somalie, ambassadeur Salad Ali Djele, ambassadeur de Somalie à Djibouti, et le docteur Aden Omar Abdelai, directeur exécutif du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, et ainsi que M. Abdelai Hadji et Dr Ali Migane. Chacun est revenu sur la portée historique du processus d'Arta, soulignant le rôle crucial joué par Djibouti dans la réunification du peuple somalien après une décennie de guerre civile. Toujours dans la rubrique consacrée à la conférence d'Arta, cette grande conférence pour la paix, une fois la machine lancée par le président de la République, le peuple a suivi, conjuguant la grammaire de la paix avec celle du président. Ce numéro de la rédaction nous plonge au cœur du souffle fraternel qui unit Djibouti et la Somalie. Derrière les négociations et les discours, il y avait aussi un autre visage de la paix, celui du peuple djiboutien, généreux et accueillant. C'est un magazine de la rédaction, regardez. On se souvient souvent des conférences, des signatures des discours officiels. Mais la conférence, ce ne fut pas seulement une page de diplomatie. Ce fut un élan du peuple, plus précisément un souffle collectif. Derrière les rideaux de la politique, il y eut un autre miracle, celui d'un pays tout entier qui décida spontanément d'accueillir l'histoire avec un grand H. Pendant ces mois de conférence, les habitants de Djibouti, du chef-lieu jusqu'au village des plateaux, vont ouvrir leurs portes, leurs cœurs, leurs cuisines. Les maisons devinrent des auberges. Dans chaque quartier, on parlait de la paix comme une invitée qu'il fallait bien recevoir. Et peu à peu, la petite ville d'Arta se transforma en laboratoire de fraternité. Il n'y avait plus de frontières, plus de distinctions, mais une humanité partagée, simple et désarmante. Djibouti n'accueille pas seulement la Somalie, elle lui redonnait un visage. Ce mouvement ne fut pas porté par l'État seul. Les grandes entreprises djiboutiennes mirent la main à la poche, des commerçants, des transporteurs, des éleveurs, chacun à la mesure de ses moyens apporta sa pierre à cet édifice moral. Certains offrirent des denrées, d'autres du bétail, du matériel, en vue des gestes simples, un cheptel, mais chaque geste disait la même chose. Cette paix est aussi la nôtre. Arta devint une maison commune où chaque foyer se fit ambassade. Et dans cette mobilisation, les femmes djiboutiennes prirent la première ligne. Sous l'impulsion de la première dame, à la tête de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, elles firent de l'hospitalité une œuvre collective. Ce fut le véritable visage d'Arta, un pays dans une situation difficile mais riche en humanité, où l'on donna sans calcul, où l'on partagea sans attendre de retour. Quand les délégués somaliens rentrèrent chez eux, ils emportèrent plus qu'un accord, ils emportèrent le souvenir d'un peuple frère qui, le temps d'une saison, leur avait rappelé
ce que veut dire être ensemble. Arta n'était pas une conférence, c'était une fraternité vécue, une paix respirée, une preuve que tout commence par la générosité du peuple. Et dans la mémoire djiboutienne, ce moment reste gravé comme un serment silencieux qu'aucune guerre, jamais, ne doit faire oublier la force d'une main tendue. Et toujours dans la rubrique consacrée à la conférence d'Arta, dans ce nouveau volet, il s'agira d'explorer la dimension artistique du processus de paix d'Arta à travers la musique et la poésie, en particulier le gabay. Dans le tumulte des négociations, au milieu des discours, des protocoles, des signatures, il y eut un autre langage, celui que les diplomates n'ont pas inventé, mais que les peuples, eux, savent parler depuis toujours. Arta ne fut pas seulement une conférence politique, ce fut un chant, un murmure né de la douleur et de l'espérance, devenu peu à peu une symphonie fraternelle. Au-delà des tribunes et des drapeaux, les artistes djiboutiens et somaliens donnèrent à la paix une voix, à la fraternité un souffle, à l'histoire un rythme. Dans les veillées, entre deux séances de travail, les poètes récitèrent les gabay, ces poèmes oraux millénaires qui rassemblent les âmes. Les chanteuses entonnaient des mélodies lentes et profondes qui parlaient du pays perdu, des mères sans fils, des maisons sans toit, mais aussi du pardon à venir. Dans une société où la tradition orale est centrale, les chansons et les gabay ne peuvent se traduire pas comme des simples expressions artistiques, c'était des instruments politiques, juridiques et spirituels capables de désamorcer les conflits, rétablir l'honneur, mais surtout recréer du lien social. La paix n'était pas encore signée, mais elle vibrait déjà dans les cordes des instruments, dans les voix des femmes, dans le silence recueilli des hommes. On les appela les chants d'Arta, des chansons écrites dans la langue du cœur, composées par des artistes des deux rives pour rappeler que l'Afrique, avant d'être politique, est d'abord poétique. De ce fait, ces chansons ne furent pas de simples accompagnements culturels, ils furent des acteurs politiques à part entière, capables de mobiliser des émotions collectives, de reconfigurer les récits claniques et de créer une symbolique nationale. Leur fonction rituelle, leur portée morale et leur capacité à transcender les divisions faisaient d'eux des outils irremplaçables de paix dans le contexte somalien. Cela ne fut pas un simple décor culturel, ils furent le cœur battant du processus de paix. Quand les débats s'enlisaient, la musique venait penser les mots blessés. Quand la méfiance montait, un poème suffisait à ramener le calme. Dans la grande salle d'Arta, où l'on parlait souvent de division, les notes, elles, parlaient d'unité. Les musiciens devenaient médiateurs, les poètes traducteurs de l'indicible. Ils disaient ce que les discours officiels ne pouvaient plus dire. Les besoins d'être compris, le droit d'être entendu. En transcendant le clan, la langue, la mémoire, la musique fit ce que la politique seule ne savait plus faire, rassembler. Elle devint l'arme douce d'une paix partagée, Djibouti encore, dans les collines d'Arta. Quand le vent souffle sur les pierres du mémorial, on croit entendre ces chants revenir. Ce ne sont pas des échos, ce sont des promesses. Arta fut cela, un dialogue d'hommes, oui, mais surtout un concert d'âmes. Les chansons nous rappellent une vérité simple et universelle, qu'avant d'être un traité, la paix est une émotion. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre du renforcement de la collaboration avec les acteurs publics et privés pour la promotion d'un environnement inclusif, Monsieur Ali Saïd Mahmoud, directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, a remis officiellement le label Ami Handicap à Monsieur Aboubakar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Cette distinction souligne l'engagement exemplaire de la DPF, donc de l'autorité des ports et des zones franches, en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. À cette occasion, M. Aboubakar Hadi a également offert un cadeau symbolique
donc M. Ali Saïd Mahmoud, témoignant du partenariat et de la reconnaissance mutuelle dans la promotion de l'inclusion. La CNDH forme les auditeurs de justice sur la promotion et le respect des droits humains dans le système judiciaire. Dans le cadre du projet d'amélioration du mandat et des pratiques de la CNDH financé par l'Union européenne, la Commission nationale des droits de l'homme a fait une formation aux auditeurs de justice de l'École nationale des études judiciaires dimanche. Cette initiative vise à renforcer la capacité des futurs magistrats afin de promouvoir les droits humains et garantir le respect des droits des personnes tout au long des procédures judiciaires et à mieux comprendre la compétence quasi-judiciaire de la CNDH. Eh bien, la CNDH a ainsi mis en place un programme adapté couvrant les principes universels des droits humains et leur intégration dans la justice, dans la pratique judiciaire. Par la CNDH était très intéressante. C'est une continuité de la formation que nous avons eue pendant 18 mois à l'ENEJ. Nous avons eu à faire un atelier de formation avec la CNDH sur les droits humains, sur le respect des droits humains, sur les compétences de la CNDH et sur les modalités d'application et de respect par les magistrats, évidemment, des droits humains. Nous avons également vu avec eux toutes les normes juridiques, aussi bien nationales et internationales. Nous avons également vu des exemples concrets des articles. Ils nous ont beaucoup parlé de leur travail ici à Djibouti et des coopérations qu'ils font également avec les autres conseils et commissions des autres pays, des prérogatives et ils nous ont beaucoup parlé également du travail qu'ils font au quotidien ici à Djibouti. Et ça a été très intéressant. Ça a été très intéressant. Et nous sommes ravis d'avoir participé à cet atelier aujourd'hui. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur des programmes de la CNDH. Dans le cadre de notre programme d'amélioration du mandat et des pratiques financé par l'Union européenne, nous avons aujourd'hui pu former les futurs magistrats de la République du Djibouti. Et dans la continuité de nos séries de formations sur l'ensemble des opérateurs de la chaîne judiciaire après les OPJ, nous avons voulu aujourd'hui nous enquérir et travailler davantage avec les futurs magistrats pour leur présenter l'intérêt des droits humains dans le cadre du procès, du respect de l'équité, de l'indépendance, de la nécessité d'avoir des jugements dans des délais raisonnables. Nous avons aussi évoqué de la future collaboration que la CNDH et les magistrats vont établir à travers notre rôle et notre capacité à avoir des traités des plaintes. Et à travers cette formation, nous avons vu un engouement certain de différents partenaires et des différents participants qui ont eu un intérêt tout particulier à comprendre le rôle de la CNDH et comment cette collaboration dans le futur va se mettre en place. Et nous espérons, in fine, renforcer davantage les droits humains dans la République du Djibouti et à ce que les futurs magistrats et les droits de l'homme chevillent au corps. Et dans l'actualité également, l'Assemblée générale élective de la Fédération des éclaireurs djiboutiens s'est tenue dimanche dernier au centre de formation de l'éducation nationale. Cette importante rencontre a été supervisée par une commission électorale présidée par le vice-président de l'APEPS, Mohamed Ahmed Farah, et composée de 3 membres du comité directeur de l'association. Cette grande assemblée a réuni une centaine d'éclaireurs gradés représentant des sections éclaireurs installés à la rentrée scolaire dans les lycées, collèges et écoles de la capitale. Pour rappel, le mouvement des éclaireurs a été initié et lancé en mai 2025 par le ministre de l'Éducation nationale, Mostafa Mohamed Mahmoud, après une première immersion des éclaireurs gradés dans différents camps militaires en mai 2025. Suivi de leur magnifique défilé du 26 juin dans les artères de la capitale, le ministre a confié à l'APEPS, Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, la mission d'installer des sections éclaireurs dans tous les établissements du pays et de créer la première fédération des éclaireurs djiboutiens qui compte désormais près de 800 membres. Au cours de cette assemblée et après l'adoption des statuts, André Fanazara, éducateur et acteur social reconnu pour son engagement et son expérience, a été élu président de la nouvelle instance.
Cette nouvelle fédération aura pour mission d'élaborer un plan d'action national pour les 800 éclaireurs répartis sur l'ensemble du territoire durant l'année scolaire 2025-2026. Le programme riche et diversifié sera désormais décentralisé dans chaque région et commune. Les éclaireurs qu'on avait mis en place l'année dernière et aujourd'hui officiellement, nous avons eu une assemblée générale ordinaire, je veux dire, pour l'élection d'un comité directeur de la Fédération djiboutienne des éclaireurs. En présence d'un huissier, nous avons effectué l'élection du nouveau comité directeur avec à la tête le nouveau président de la fédération que je suis. Je suis très heureux de vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, la Fédération djiboutienne des éclaireurs existe officiellement. Et j'en suis très fier de représenter ce mouvement que j'espère fera beaucoup de choses dans le pays et montrera l'exemple justement de tous les autres mouvements scouts à Djibouti. Je vous remercie. Je vous l'annonçais en titre, plus de 40 Palestiniens ont été inhumés à Khan Younes, dans le sud de Gaza, après la restitution de leur corps par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le mouvement Hamas. La plupart des victimes seraient des civils tués lors des manifestations israéliennes de ces derniers mois, tandis que la situation humanitaire dans la bande de Gaza demeure critique avec de graves pénuries d'eau, de carburant et de nourriture. Malgré la trêve entrée en vigueur à la mi-octobre, de nouvelles frappes israéliennes limitées ont été signalées près de Khan Younes, faisant craindre une reprise des hostilités. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention.